Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews autour des thèmes environnement, culture et droits humains. Si ce podcast vous plaît, merci de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode. Dessiner pour résister, Draw for Change est une série documentaire en 6 parties qui met en scène des dessinatrices au Mexique, en Inde, en Russie, en Syrie, en Égypte et aux États-Unis. Cette série propose d'aller à la rencontre de leur univers artistique pour comprendre comment leurs dessins impactent la réalité qui les entoure. Chaque épisode plonge dans l'univers unique d'une dessinatrice, dévoilant non seulement les obstacles et dangers auxquels elle est confrontée, mais également son courage et son humour pour les affronter. 6 beaux portraits de femmes qui, à leurs risques et périls, opposent leurs dessins à la violence politique et patriarcale pour faire bouger les lignes. Dans cette série, nous allons à la rencontre de femmes fortes, se rebellant chacune à leur manière contre l'état des choses. Toutes dessinent parce qu'il leur paraît impensable de ne pas le faire. Mais le prix à payer pour continuer à faire leur travail est lourd. Héroïnes au dessin malmenées, elles sont renvoyées, intimidées, menacées de mort. Mais elles refusent de se laisser faire et parviennent toutes à faire bouger, ne serait-ce qu'un peu, la société qui les entoure. 5 de ces sites documentaires sont déjà visibles sur arte.tv. Pour en parler, je reçois les 2 productrices de cette très belle série documentaire, Estelle Robin-You de Grande Ourse Film qui est à Nantes et Anne Flippo de Clin d'œil Film en Belgique. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, une question un peu classique pour commencer. Comment est né ce projet? Parce que c'est audacieux, c'est un projet d'envergure, c'est des tournages à plusieurs endroits dans le monde. Vous, en coproduction, il y a 2 hommes dont j'ai vu les noms qui semblent être là peut-être pour l'idée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment c'est né tout ça? Et pour cela, Anne qui répond puisqu'elle a la maternité du projet. D'accord. Donc, en effet, Anne, comme vous l'aviez dit, il y a 2 auteurs belges à l'origine de ce projet, Vincent Koen et Guillaume Vandenberg, qui avaient fait un film qui s'appelait Rien n'est pardonné, où ils avaient notamment filmé à l'intérieur de la rédaction de Charlie Hebdo à l'époque, avant l'attentat. Et du coup, ils avaient trouvé l'univers des cartoonistes ou des dessinateurs de presse très intéressant. Et ils avaient envie de s'y plonger pour une nouvelle œuvre audiovisuelle. En y plongeant, ils ont remarqué qu'au fait, le travail ou l'œuvre des dessinatrices de presse un peu partout dans le monde était très fascinant. Et donc est venue l'idée de faire une série sur des dessinatrices de presse. Alors ils ont identifié, avec l'aide notamment d'un partenaire en France, Cartooning for Peace, une liste de dessinatrices de presse possibles dont on pourrait faire le portrait. Une super association dont Plantu est président, je crois. Tout à fait. Plantu est présidente de cette association. Et donc, en faisant cela, on s'est dit, mais c'est peut-être pas tout à fait correct si on envoie, surtout dans le monde d'aujourd'hui, 2 hommes blancs dans ces différentes régions dans le monde. Et en fait, l'idée de la série a vraiment trouvé son ensemble. C'est quand on a décidé que chaque épisode de la série serait réalisé par une femme du pays ou d'origine de ce pays, en fait. Et donc ces jeunes femmes, qui ne sont pas toutes jeunes d'ailleurs, il y a une diversité de tranches d'âge. Donc ces femmes dessinatrices se battent pour ce qu'elles estiment juste et contre ce qu'elles estiment injuste, sans se laisser intimider. Est-ce que vous pouvez brièvement nous décrire chacune de ces femmes et ce qu'elles ont d'exceptionnel? Estelle, tu peux commencer ou... Oui, on peut en faire une chacune. Peut-être en commençant par la première, en tout cas, qui moi m'a amenée dans le projet, puisqu'on avait présenté la collection FIPADOC à Biarritz en 2020 et qu'on avait commencé avec l'épisode Égypte avec Doha El Adol, et qui est une dessinatrice qui vit au Caire, qui est une des plus connues du monde arabe,
qui est une femme qui vit seule avec son chat, qui fait partie de l'épisode, Oui. qui travaille dans un grand quotidien du Caire et qui se bat au quotidien pour défier les lignes rouges et la censure. Et donc, moi, ce que j'ai adoré dans cette dessinatrice et dans son travail, c'est comment elle a l'humilité de dire elle a évolué elle-même sur sa représentation des femmes et du corps des femmes dans son dessin au fil des années, et notamment de la place de la femme dans l'espace public. Et c'est vrai qu'elle avait une tendance à tomber un peu dans le piège de la femme objet magnifiquement bien roulée. Et puis petit à petit, qu'elle a compris qu'en fait, c'est en dessinant les femmes telles qu'elles étaient vraiment qu'elle allait trouver son trait. Et donc voilà, c'est vrai que l'épisode Égypte est quand même beaucoup sur la place des femmes dans l'espace public, et donc je pense que ça nous parle à toutes. Ces yeux menaçants qui peuvent nous regarder. Oui. Voilà, Anne, tu veux Et peut-être du coup pour continuer, l'épisode syrien est consacré à une artiste qui s'appelle Amani Al-Ali, Oui. qui est une femme d'une trentaine d'années, vivant à Idlib, une des seules villes qui n'est pas encore conquise par Bachar al-Assad, et qui, entre dessins de presse, fait aussi des workshops pour inspirer d'autres femmes à oser dessiner. Dans l'épisode, on va voir qu'elle entretient une relation très amicale et avec sa petite nièce. Oui. Et moi, ce qui m'a touchée le plus dans cet épisode-là, c'est vraiment cette relation entre adultes et enfants. Ça pose la question de notre but dans le monde, quelque Oui, part, oui, oui, oui. d'aider nos plus jeunes. Et sera posée également dans cet épisode la question de est-ce qu'elle devrait fuir ou est-ce qu'au final elle doit rester et se battre. Et on va voir dans l'épisode qu'au final, spoiler, elle va rester et elle continue aujourd'hui encore à inspirer d'autres filles et femmes à Idlib. Et d'ailleurs, il y a des passages très touchants avec cette petite fille autour de la question d'un éventuel départ, justement, de son éventuel départ. Oui, je me souviens encore avoir vu ces rushs Oui, et évidemment Estelle et moi nous regardons très souvent des rushs et pas avant que ces images soient mises dans un film, c'est quand même un peu brut, c'est long, c'est parfois un peu ennuyant. Mais je me souviens à la vue de ces rushs que je pleurais derrière mon ah oui, ordinateur, alors que même ils étaient pas encore montés dans le film, quoi. Donc c'est vrai que c'est très, très émouvant, je trouve. oui, c'est très beau. Et d'ailleurs, je voulais le signaler, mais les réalisations, en tout cas des 5 que j'ai vues, parce qu'on attend le 6e, sont très touchantes et sont super bien réalisées. Autant on va en reparler, mais les séquences d'animation, les Mmh. images, notamment je pense au film sur la jeune femme indienne. Il y a Mmh. des images, mais tellement belles, et je trouve que tout est très délicat. C'est pas justement la petite fille là qu'on voit, on sent que c'est pas un prétexte ou pour apporter un peu quelque chose, le petit angle un peu différent. On sent il y a quelque chose de très intense qui se joue dans leur relation, et qui donne une dimension à l'ensemble, qui nous sort aussi un peu des représentations très qu'on a pu avoir sur la Syrie, sur cette Ouais. guerre-là, et c'est vraiment très touchant, je trouve, et leur représentation à l'image est très touchante aussi dans chacun des 5. Je trouve. Elles sont vraiment très belles, ces femmes, très belles dans pas juste esthétiquement, dans ce qu'elles dégagent. On perçoit vraiment tellement de choses, une telle richesse, quoi, intérieure. C'est assez exceptionnel, hein, je trouve, pour Et ça ça fait aussi. plaisir que vous dites ça parce que c'est vrai que quand on fait une série, on pourrait voir ça comme un travail plus exécutif, comme Oui. réalisateur ou réalisatrice. Mmh. Et donc tout le challenge ici de cette série, ça a quand même été d'apporter un double regard de l'intérieur. Mmh. Et pour cela, il fallait absolument que chaque réalisatrice s'approprie entièrement le film, en Oui, fait. oui. Et le Covid a été un gros obstacle pour nous. D'un autre côté, il nous a donné un temps plus long de fabrication. Je pense qu'au final, ça nous a aidés, en fait. D'accord. Ah, on continue pour les autres, femmes?
Alors, Victoria Lomasco, par exemple, Oui, 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 oui. à Moscou, qui est une très grande artiste graphique qui vit aujourd'hui de ce côté de l'Europe, puisqu'elle a dû partir, et donc le film le raconte, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais elle était déjà très ouverte quand même au, au monde à travers son travail et la publication de livres qu'elle avait pu faire avec différentes maisons d'édition, notamment en France. Et Victoria, c'est vrai qu'elle est c'est une artiste incroyablement forte, courageuse, qui, à travers son histoire d'artiste, mais aussi son histoire personnelle, nous raconte comment la violence d'État se mêle avec la violence intrafamiliale, on va dire, et comment les victimes sont souvent les femmes, et dont elle est une des premières victimes en tant qu'enfant d'un père qui a longtemps travaillé comme artiste, mais pour la propagande d'État, et qui a été un homme violent psychologiquement et potentiellement physiquement envers sa mère, et qui lui donnait pas d'autre choix que de devenir une grande artiste, en fait, qui avait une espèce de pression monumentale sur les épaules. Et donc, à travers le film, on comprend cette histoire de famille, et on comprend comment c'est relié à la violence qu'est l'État, que provoque l'État russe au quotidien pour sa population. Et il y a une vraie belle relation aussi entre la réalisatrice et l'artiste, Oui, c'est étonnant qui à quel point elles rentrent dans leur intimité d'ailleurs, et comment ouais, elle arrive à faire ressortir ce que vous venez de dire, oui. ouais, on est vraiment au quotidien chez elles, en fait, hein. Oui, Elles ouvrent oui, leurs portes de leur vie intime et professionnelle, et donc se noue une relation entre elles au fil des mois, des manifestations, de la prise de conscience du danger qu'elles encourent, en fait, à être aussi sur le devant de la scène des luttes politiques, des choix qui s'offrent à elles, en fait, de plutôt se renfermer, ou au contraire de continuer à être des vrais porte-parole pour la démocratie et pour la liberté. Et donc, jusqu'à leur départ, ensemble, elles sont arrivées ensemble, en fait, à Paris. hum, On les a accompagnées dans l'urgence à arriver ici, et à Neu particulièrement à hum. reconstruire une vie ici. Voilà. Donc, en fait, je pense que les dessins de Victoria Lomasco sont assez exceptionnels Oui. euh, dans leur qualité, et puis dans leur puissance évocatrice. Et donc, l'animation dans cet épisode de la Russie est particulièrement réussie aussi à la force des dessins d'origine. Ouais. Et entre le moment du tournage de ce documentaire et sa diffusion, actuellement, la réalité a apporté, quelques tristes confirmations des craintes que Victoria Lomasco exprime, que ce soit par rapport à l'imminence au moment du tournage de la guerre en Ukraine, ou lorsqu'au début du documentaire, elle souligne, que le chef de l'opposition, Navalny, a été empoisonné. Donc Navalny qui vient de mourir récemment, dans un camp en Russie. Est-ce que la réalité a souvent rattrapé, on va revenir aux autres portraits, mais est-ce que la réalité a souvent rattrapé ce qui pouvait être évoqué par ces dessinatrices au cours des tournages? C'est une grande question, mais je dirais oui, complètement, parce que quand on regarde, ce qui va se passer probablement en Inde ou aux États-Unis, au Mexique, c'est la violence faite aux droits de l'homme ou des femmes de Oui, façon oui, générale, oui. ça continue malheureusement, et on évolue tellement positivement dans nos démocraties respectives, ni au niveau des droits de l'homme, je pense. Oui, c'est assez incroyable, excusez-moi, mais de voir cette arme du crayon, qui est une arme constante, en fait, et voilà, elles tiennent leur crayon au quotidien, mais par contre, la violence et les armes utilisées contre ces personnes qui défendent les droits, la liberté, Oui. les armes deviennent de plus en plus énormes, en fait. Et il y a un équilibre des pouvoirs qui est assez impressionnant à regarder à travers le dessin. Il y avait combien de temps en moyenne de tournage pour chaque, documentaire? Parce qu'il pouvait s'en passer des choses pendant entre le début et la fin, j'imagine? Mais pour chaque documentaire, on a envoyé souvent, on a envoyé une partie de l'équipe de la Belgique. D'accord. Donc, caméra woman ou caméraman et ingénieur de son
pour accompagner les réalisatrices, Oui, les réalisatrices, pardon, oui, réalisatrice. au tournage. Mais en dehors de cela, on a toujours ouvert la possibilité de filmer en dehors de cette période officielle, justement pour pouvoir filmer des choses qui arrivaient sans être prévues Oui, oui, au oui, plan. oui. Et ces tournages ont été morcelés avec des périodes de montage entre l'épisode syrien. C'est l'épisode qui probablement a le plus longtemps tourné, puisque quand on a repéré Amani Al-Ali, Mhm. ben, c'est elle qui nous a dit qu'il y avait déjà 2 réalisatrices qui étaient en train de travailler avec elle et qui voulaient faire un film avec. Et donc le film était déjà quelque part en route, Oui, mais aucune structure de production. Et puis on l'a développé ensemble et c'est devenu un film faisant partie entière de la collection. Mais du coup, il y avait des archives où il y avait des tournages qui étaient déjà arrivés avant que nous soyons producteurs et productrices de ce projet. par rapport à Victoria Lomesco, avant de passer aux suivantes, j'ai noté quelques phrases de Victoria Lomesco en visionnant ce documentaire. Elle dit: «Pour mon travail, je risque 3 années de prison et même plus». Et aussi, les jeunes activistes se transforment en papillons, d'ailleurs ça fait partie de son œuvre artistique, les jeunes activistes se transforment en papillons consumés par la flamme de l'histoire. Et enfin, j'avais noté, maintenant le monde est au bord de l'anéantissement, soit il cesse d'exister, soit il va devoir renaître complètement. Et on sent, ce qui m'a marqué pour chacune en fait, où qu'elle soit, dans le monde, une lucidité et un refus, de taire les choses, de se soumettre à des choses qu'elle ne cautionne pas. Est-ce qu'elles sont toutes, soutenues et défendues? Parce qu'on voit, on comprend qu'il y a une part, de risque, assez importante. Comment ça se passe? C'est juste les autres activistes ou leurs followers ou qui peuvent les défendre lorsqu'il y a des problèmes? On voit pour celle en Inde que là, il faut un recours, à des avocats pour une défense, très, très officielle. Donc elles font partie d'associations ou de réseaux comme Cartooning Rights Network ou Cartoon Movement ou encore Cartooning for Peace. Et dans ce sens-là, il y a effectivement un soutien, mais Mmh. qui quelque part est limité, puisque quand on travaille en Inde et que tout d'un coup on est arrêté et emprisonné, Oui, une association internationale va pas forcément pouvoir vraiment aider. Donc elles prennent des risques énormes et à côté des menaces des autorités ou des pays ou des gouvernements qui sont reliés à leur pays, il y a aussi la menace de la population. Chacune de ces dessinatrices reçoit au quotidien des menaces de mort, des menaces d'attaque à leur famille. Et donc, c'est un métier qui est très compliqué, je pense, à faire. Et donc, je salue vraiment leur courage oui, on peut. pour continuer. Ouais, puis enfin, je pense que d'une manière générale, les artistes, parce que vous parliez de lucidité et de leur capacité à devancer en fait les événements et tout ça, mais je pense que d'une manière générale, les artistes au quotidien ont des antennes en fait sur Oui, ce oui. monde qui nous entoure et c'est le cœur de leur travail et c'est bien pour ça que s'exerce autant de violence et de censure à leur égard et qu'on essaye de taire dans beaucoup d'endroits la puissance de la culture et de l'art comme un vrai vecteur de démocratie, de dialogue et d'un autre regard sur le monde et que souvent on le tait aussi avec une manière très commerciale, on va dire, d'envisager le monde. Donc ça c'est aussi un hommage à l'art et à la culture, je pense, cette collection. Oui, 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 tout à fait, je confirme. Alors Rachida Taneja peut-être? Donc, c'est une artiste qui fait des dessins de petits bonhommes en bâton. Vous appelez ça des bonhommes bâtonnets, je pense, en français. Je sais pas, mais enfin j'ai en tout cas moi j'ai adoré ces petits dessins, je pense que je mettrai des petites, illustrations, pour que les gens voient de quoi on parle. Oui, tout à fait. Et ben, elle a commencé à faire ça un peu par hasard. Oui, Hem Et ses amis ont tellement aimé ça, qu'elle a continué à faire
faire cela, mais c'est une personne qui est très aiguë dans sa critique par rapport à ce qui se passe dans son propre pays. Et donc, elle fait surtout ses dessins de bonhomme bâtonnet que par la suite, elle publie sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, avec des critiques. Et c'est quelqu'un qui a une énorme meute de followers online, mais qui par ailleurs vit de façon assez solitaire. Donc au tournage, par exemple, on a surtout filmé à l'intérieur parce que c'est pas si safe pour elle d'aller dehors ou d'être visible dans l'espace public. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui ne savent pas, qui pensent même qu'elle est un homme, qui ne savent pas à quoi elle ressemble. Oui, ça c'est très très drôle. Pourtant, ça marque, enfin son pseudo sur le net, c'est Sanitary Panels. En français, ça veut dire lingette. Serviette périodique. Oui, serviette hygiénique. Donc, c'est qu'il y a quand même une claire référence à la féminité, je pense. Et par contre, donc effectivement, à un moment donné, elle a fait 3 dessins critiquant la Cour suprême. Suite à cela, effectivement, il y a une charge contre elle et elle est représentée heureusement par un juriste qui s'y connaît assez bien. Et donc, on va voir dans le documentaire ce que ça signifie d'avoir cette menace ainsi que ce procès qui continue à se postposer. Oui. Et je pense que c'est un peu par exprès que ça se postpose parce que elle est tout le temps sous pression et du coup, peut-être que c'est plus facile pour un gouvernement plutôt que de l'arrêter de la faire taire ainsi. Mais c'est effectivement très compliqué pour elle à vivre. Et on entend d'ailleurs dans le documentaire, aux informations qui sont diffusées sur la télé, selon Reporters sans frontières, l'Inde est l'un des pays les plus dangereux au monde pour les journalistes voulant travailler correctement. 7 journalistes sont emprisonnés en Inde fin 2022. L'Inde est 161e sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse. C'est vrai que, autant là qu'au Mexique, que dans chaque pays, on est assez frappé par. On connaît un peu ces contextes, mais de les voir, elles, qui semblent si fragiles, dont les situations semblent assez précaires, peut-être moins pour l'Égyptienne qui a déjà une grande reconnaissance, mais la jeune femme au Mexique ou en Syrie ou en Russie, on comprend que c'est chaque jour. Ça leur demande énormément de courage, en fait, de détermination, de persévérance aussi, parce que j'imagine qu'il y a des moments, où elles ont envie d'abandonner ou d'être tranquilles, tout simplement. Parce que là, c'est quand même le choix d'une intranquillité, permanente. Oui, je pense que oui et je pense que c'est bien aussi de rappeler aux audiences à l'international que c'est pas si simple d'être critique quand on vit dans ces pays. Oui, Et avec l'élection qui arrive là en Inde, par exemple, il va y avoir une interdiction à la protestation ou voix critique qui va être émise là dans 1 mois et demi avant les élections. Ce sont des choses qu'on ne sait pas. Et ouais. je trouve ça intéressant qu'on met une lumière là-dessus, sur cette difficulté pour les journalistes de continuer à faire du journalisme indépendant et d'être critique, justement. Alors les images, là, on en parlait tout à l'heure, sont superbes sur ce documentaire en Inde, là et les séances, d'animation avec ces dessins aussi. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette, réalisatrice? Oui et non. Oui, c'est ça. Donc, cette réalisatrice a signé le film sous un pseudo, Mmh. Samapana. C'est une jeune réalisatrice. Je pense qu'elle a eu 30 ans. Mmh mh. Euh, Elle a fait plusieurs films qui ont eu une carrière à l'international et elle a fait ses études entre l'Inde et l'international aussi. Mmh. Elle n'est pas visible ou reconnaissable dans le film parce que ça nous a été conseillé par les juristes pour qu'elle puisse continuer à faire du travail indépendant sans être effectivement aussi critiquée que ce que c'est que
que la dessinatrice de presse, en fait, Oui. en l'occurrence. Et c'est la question aussi que je me posais en regardant ces documentaires les uns après les autres. Mais là, vous y avez, je pense, en partie répondu, mais vous avez été, conseillés pour chaque pays, pour savoir où étaient les lignes rouges, jusqu'où vous pouviez aller sans jusqu'où les réalisatrices aussi pouvaient aller, mais elles sont dans le pays, donc j'imagine qu'elles connaissent bien aussi leur réalité. Les lignes rouges à ne pas franchir, jusqu'où elles pouvaient aller sans mettre en danger, sachant qu'après l'exposition, une fois que le film, sort au grand public et ça circule sur le net et c'est accessible à tous, donc même si elles vivent un peu, cachées ou en se protégeant, là, il y a une exposition qui prend une dimension, très très large. On a eu quelques conseils juridiques, bien évidemment, mais après, les lignes rouges ne sont pas claires et se modifient aussi dans le temps. Donc, ce qui était important pour nous, c'était d'avoir ce regard des réalisatrices qui connaissent très bien la réalité, Oui. mais aussi d'avoir l'approbation totale, que ce soit de la réalisatrice et de la dessinatrice sur les films. Donc, il y a certaines choses que nous, on trouvait par exemple intéressant à rajouter au film qu'on n'a pas rajouté pour raison de sécurité, parce que ça pourrait éventuellement évoquer ou éveiller certains autorités. Il y a aussi le fait que les films soient pour la plupart pas visibles dans les pays d'origine. Mais là, après, par le net, ça peut quand même, arriver, non? Jusqu'au pays d'origine, une fois que c'est Effectivement, cette possibilité existe. Après, nous, on fait du geo-blocking et on montre aussi que clairement, il n'y a pas l'intention, par exemple, pour prendre le film indien, il n'y a pas l'intention de montrer ce film en Inde. C'est pas notre public ciblé. donc le sujet est en fait tellement, passionnant que, comme ça m'arrive sur beaucoup de sujets passionnants sur Sauce Planète, avec la chance d'avoir, des interlocuteurs, interlocutrices aussi passionnantes et donc souvent on dépasse, ce qui est le cas encore aujourd'hui et là vous avez chacune un emploi du temps, très, très chargé, hein, puisque les diffusions sont en cours et vous êtes sur d'autres films, j'imagine, simultanément, en cours de production, peut-être de montage, de tournage, tout ça. Donc, Estelle, vous avez gentiment déjà un petit peu prolongé, vous devez nous quitter. On va continuer peut-être un petit peu avec Anne. Donc, je voulais vraiment vous remercier d'avoir participé. Merci à vous. C'est une manière de prolonger cette aventure de 4 années et on espère bien qu'elle va continuer de vivre en projection publique, ainsi que l'exposition, les livres. Enfin, il y a tout un Ah travail oui, à faire, on va en notamment en parler France, aussi. Oui, autour de cette collection. Donc, merci à vous de la faire vivre avec nous. avec plaisir. Au revoir, Estelle, merci. Donc, on était sur le Mexique. Oui, tout à fait. Donc, au Mexique, nous avons fait un film sur Mar Maremoto. Oui. Son nom, ça veut dire tremblement Ah oui, de terre. c'est un C'est pseudo ou aussi, oui. oui, bien évidemment, c'est un pseudo pour Mariana Lorenzo. Euh, c'est une jeune dessinatrice qui également publie surtout sur le net, qui est influencer au Mexique et qui dessine très souvent des femmes qui dépassent les cadres, des femmes trop larges. Je pense que pour elle, ça a commencé, ou cette histoire de dessin a commencé avec le fait que ses parents ou son environnement voulaient qu'elle soit très conforme aux filles modèles, chose qu'elle n'est pas. Et donc, depuis ses 4-5 ans, elle était mise sur un régime terrible, ne pouvant pas manger aucune sucrerie, chose qu'elle détestait. Et elle a passé beaucoup, beaucoup de temps dans la voiture de ses parents, avec sa maman qui est médecin notamment. Et Oui. donc là, dans cette voiture, elle a commencé à dessiner. Et cette passion de dessin s'est transformée pour elle dans un métier. Elle dessine beaucoup sur la violence faite aux femmes au Mexique, qui est évidemment un grand problème puisque de façon quotidienne, des femmes sont tuées au Mexique parce qu'elles sont femmes. Oui, j'ai lu sur le petit texte de présentation là, fourni par Arte qu'au Mexique,
Les chiffres des violences faites aux femmes sont consternants. Chaque jour, ce sont environ 10 femmes qui se font assassiner dans le pays. Et durant les 6 dernières années, le nombre de femmes et jeunes femmes disparues a triplé. Selon les statistiques officielles, il y a eu en 2022 3 754 femmes et jeunes filles assassinées et seulement 947 de ces crimes ont fait l'objet d'une enquête pour féminicide. Et dans le même petit texte, donc il est précisé que Maremoto donc, est une artiste de 24 ans qui vit à Mexico et se définit comme féministe et queer. Tout son travail, dessin, illustration, broderie, mode, photographie, est pensé depuis une perspective féministe et cherche à déconstruire les stéréotypes de genre. Donc là, on voit bien, en fait, on sent dans ce documentaire la violence et qui contraste un peu d'ailleurs avec l'esthétique qui est reprise dans la réalisation du documentaire, l'esthétique des réseaux sociaux féministes, qui se recoupent d'ailleurs dans plusieurs pays du monde. J'ai remarqué en voyant qu'au Mexique aussi, on a un peu cette même esthétique des réseaux sociaux, des comptes féministes des réseaux sociaux. Et ici, la jeune femme, en fait, dans le documentaire, elle va au-delà des dessins puisqu'elle accompagne, on la voit accompagner les victimes, discuter avec elles, les accompagner lors de commémorations de ces féminicides, des personnes qu'elles ont perdues dans leur famille. C'est un travail là qui est vraiment sur le terrain aussi. Tout à fait. Ça fait, c'est une grande partie de ce documentaire. Je pense que c'est aussi pour avoir l'inspiration. Mais ce qu'il y a, c'est que comme elle poste très souvent sur le net, elle est aussi, il y a beaucoup de personnes qui lui écrivent des messages plus personnels, partageant leur expérience. Oui, c'est ça. Donc, Mars, c'est vraiment un modèle en fait pour d'autres personnes. Et je pense qu'elle essaye aussi par des workshops de dessin qu'elle organise au Mexique de libérer cette parole de femme Oui. pour essayer de créer un changement. Il y a un 6e épisode donc aux États-Unis. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur le sujet de l'épisode et quel type de confrontation avec la réalité il va se poser dans ce documentaire-là? Mais tout d'abord, on trouvait que c'était important d'avoir une dessinatrice dans la collection qui venait d'un monde plus occidental, Oui. pour clairement aussi montrer que la violation des droits de femmes ne sont pas uniquement dans les pays du Sud ou arabes, mais également dans le monde occidental dans lequel nous vivons. Oui. Et donc, on fait le portrait de Anne Tilnas, qui est une dessinatrice américaine, qui a dessiné beaucoup le personnage de Trump, notamment. Et dans le film, on va essayer de démanteler ou de montrer à quel point le système de démocratie et de vote est quelque part mal fonctionnant aux États-Unis, et c'est là dans l'avant-élection qui arrive. Et l'idée, c'est que le film sera diffusé pendant les élections aux États-Unis sur Arte. Donc c'est vraiment l'idée principale, c'est d'avoir une compréhension plus extensive sur ce système de vote et d'élection qui est très mal fonctionnant aux États-Unis, et j'espère qu'on ne sera pas mal surpris avec les résultats des élections. Et il sera visible quand cet épisode? On sait déjà, ou il est fini de tourner, il est en montage, Donc c'est un épisode qui est en partie tourné, il est en montage pour l'instant en Belgique, et je ne connais malheureusement pas encore la date de diffusion, mais c'est planifié pour le mois d'octobre sur Arte. D'accord. Donc on rappelle que tous les autres, les 5 documentaires dont nous avons parlé sont disponibles sur la plateforme arte.tv. Je vais mettre les liens, bien sûr, dans le descriptif du podcast. Est-ce qu'il y a des portraits qui étaient prévus et que vous n'avez pas pu faire? Oui, parce qu'au départ, quand on avait dessiné la liste des 20 dessinatrices qui nous intéressaient, oui. On a évidemment fait quelques essais filmiques, oui. notamment en Iran, avec une dessinatrice que je n'appellerai pas par le nom ici, et une amie réalisatrice qui était en Iran en visite pour ses parents, qui a fait quelques essais pour nous.
Et au fait, on a dû abandonner parce qu'après même pas 2 heures de tournage dans les rues et dans un petit café, les 2 femmes étaient suivies par des agents secrets. Oui. Donc c'était clair que c'était un tournage beaucoup trop compliqué, beaucoup trop dangereux au fait pour la réalisatrice, pour l'équipe locale et la dessinatrice. Donc ça, par exemple, on a très vite abandonné. D'accord. Et je regrette parce que l'histoire et les dessins de cette dessinatrice étaient particulièrement intéressants. Et je me demandais, en Afrique subsaharienne, est-ce qu'il y avait des pistes ou... Effectivement, on trouve ça très dommage de ne pas avoir réussi à faire des portraits là-bas. Il y avait des pistes qui ne se sont pas concrétisées. Je pense aussi parce qu'on a dû resserrer sur ces dessinatrices Ah oui. et l'accès était peut-être mieux donné dans certaines autres régions du monde que là-bas. D'accord. Et est-ce qu'il y a une perspective, une éventualité qu'il y ait une suite avec d'autres portraits plus tard qui se rajouteront, ou c'est définitivement clos? Mais je pense qu'il y a tout à fait moyen de faire une suite Oui. parce qu'il y a de nombreuses dessinatrices de presse dans le monde qui font un travail incroyable et qui ont une personnalité très intéressante. Donc les histoires sont là, ils sont à raconter, mais ce n'est pas planifié pour l'instant du D'accord. tout. Quels sont les principaux obstacles que vous avez rencontrés, s'il y en a eu? Je pense le principal obstacle, c'est cette censure. Mmh. Dans la fabrication parce que les lignes rouges ne sont pas clairement indiquées et donc c'est pas facile à naviguer. Et donc toujours pas. Chaque petite exposition des films pose une question. Et on espère qu'on est bon, mais on n'est pas sûr en fait à 100%. Et donc ça c'est compliqué, mais c'est compliqué pour plein d'autres cinéastes, pour ces dessinatrices au quotidien. Mais je dirais que ça c'est quand même le principal obstacle. D'accord. Et est-ce qu'on peut avoir quelques mots des séquences d'animation que j'ai trouvées tellement exceptionnelles? Parce qu'en fait, souvent, ce sont les dessins des réalisatrices, mais elles n'ont pas forcément fait de l'animation avant. Donc, comment ça a été mis en place, ça, dans chaque... Oui, donc c'est les dessins des dessinatrices de presse à chacun. C'était l'idée de base de la série. Oui, Donc les dessinatrices dont on a fait le portrait étaient bien évidemment mises au courant avant même de s'engager d'être filmées. Ça faisait partie intégrale du film. Et notre idée, c'était qu'on dépassait le portrait simple, mais que ça devenait quelque chose de plus participatif. Dans lequel la dessinatrice aurait aussi des idées avec la réalisatrice, avec les showrunners, avec la production, sur quelles seraient les séquences à animer. Parfois, on anime des choses qu'on ne peut pas montrer. On utilise des métaphores. oui, comme avec l'interview de la réalisatrice indienne par la dessinatrice, où elles sont face à face sur un canapé, mais où la réalisatrice est représentée en animation, en fait. Tout à fait. Ça, c'était une chouette invention de la réalisatrice pour faire cette séquence ainsi. Mais donc après, on a collaboré avec 2 studios, un studio à Nantes qui s'appelle l'Incroyable Studio et un studio au Luxembourg qui s'appelle Doghouse, qui sont 2 studios qui ont une expertise assez aiguë en animation et avec des animateurs qui nous ont accompagnés pour mieux imaginer ces séquences. Et donc chaque dessinatrice a livré au studio d'animation plusieurs images clés par séquence pour pouvoir animer ces séquences. Donc parfois, souvent on partait des dessins existants, mais parfois il y avait certaines choses dont on ne trouvait pas de dessin de référence dans l'œuvre de la dessinatrice. Et alors, elle amenait ces dessins. Mais bien évidemment, tout a été fait en participation avec ces dessinatrices. Et c'était, disons, c'était un procédé un peu particulier, je pense, pour les studios, qui a demandé plus de flexibilité que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Oui.
Et donc ça a pris plus longtemps, je pense, que des animations tout- toutes simples, même si c'est jamais simple, mais plus straightforward. Mais on a été très très bien accompagnés, je pense, par les deux studios. D'accord. Et c'était un exercice inédit pour chacune d'elles et comment est-ce qu'elles étaient contentes des résultats, de voir leurs dessins s'animer finalement? En fait, oui, c'était la grande question, parce que qu'est-ce qui se passe si elles ne sont pas Oui. contentes avec l'animation qu'on fait? Mais chacune a approuvé et a trouvé ça intéressant comme exercice. Mhm. Euh, et on a fait aussi, par exemple, avec l'artiste mexicaine, Oui. on a fait un film en réalité virtuelle, Hein? où ces dessins ont été animés dans un espace de 360 degrés. Et on fait une expérience en fait où on rentre dans son monde avec un casque en réalité virtuelle. C'est un produit dérivé de la série D'accord. euh, que nous avons entrepris avec une autre réalisatrice qui était plus spécialisée dans la réalité virtuelle et un tournage séparé, et qui en Belgique a beaucoup voyagé dans les écoles secondaires et a donné suite à un workshop autour de la question de l'égalité du genre. Ça faisait partie de nos objectifs impact en Belgique, c'est-à-dire de discuter de l'importance de la presse ou de la liberté de presse en combinaison avec les droits de l'homme. Bravo. De façon plus personnelle, qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette expérience en tant que productrice? Qu'est-ce qui vous a marqué? Ce qui m'a marqué le plus, c'est le courage de cette dessinatrice et des réalisatrices en question. Et je pense que c'est ça que je retiens et l'importance de ça, au fait. Donc cette série est actuellement diffusée sur Arte et visible sur la plateforme arte.tv et ce travail sera présenté au formidable 46e Festival international de films de femmes de Créteil, que je connais depuis bien longtemps, en présence de la dessinatrice russe Victoria Lomasko. Qu'est-ce qui va se passer à Créteil au Festival international de films de femmes? Là, c'est le berceau idéal. Oui, tout à fait. Nous avons le plaisir d'y présenter 2 épisodes de la série lors d'une soirée le 20 mars, donc mercredi prochain, heu, en présence effectivement de Victoria Lomasko, l'artiste russe, mais aussi de la réalisatrice russe, et seront présentés l'épisode russe et l'épisode égyptien pardon, de Doua El Adel, ainsi qu'une petite exposition dans le bâtiment même qui reprend les dessins des dessinatrices qui feront partie de la collection. Et donc j'ai lu, si mes sources sont bonnes, qu'en Belgique, les documentaires, enfin tout cet événement autour de la série était accompagné de livres, d'expositions, de tout un tas de choses. Est-ce qu'en France sont prévus aussi des événements, un peu dans le même style ou c'est plus, juste sur la plateforme arte.tv pour nous les Français? Alors, on espère que maintenant qu'il y a cette première exposition à Paris, euh, que l'exposition pourrait voyager. Il y a effectivement en Belgique tout un travail autour de l'éducation pour des 16 à 18 ans, Ben voilà, avec ouais. forme interactive et un film en réalité virtuelle qui voyage dans les écoles en Belgique, mais qui est tout à fait transportable en France, puisque nous l'avons fait en 2 langues, en néerlandais et en français. Très bien. Le livre est pour l'instant uniquement disponible en anglais, mais nous sommes en pourparlers avec d'autres éditeurs pour prévoir une édition en français. Il y a déjà une édition en espagnol et en catalan qui est annoncée pour l'automne prochain. Oui. Et effectivement, il y a des festivals en France, notamment le festival du Grand Bivouac. Mmh. Qui avait également fait un événement avec une exposition autour de la série. Ça avait très bien marché parce qu'à la fin de cette exposition, ils avaient vendu en fait les œuvres d'Amani Al-Ali, l'artiste syrienne, et on lui avait reversé en fait les revenus ou les résultats de cette vente.
Donc il y a moyen. D'accord. Donc si des festivals, des personnes qui s'occupent de festivals, ou des personnes qui sont dans le domaine de l'éducation ou dans tout autre domaine, souhaitent faire venir, l'exposition ou, des dessins ou, des choses, autour des événements autour de ces documentaires, en fait, qu'est-ce qu'on peut leur, conseiller? D'aller sur quel site, par exemple, internet pour envoyer, une demande de contact, de ce qui est possible ou? Nous avons un site de la série, en français ça s'appelle Dessiner pour résister, en anglais Draw for Change. Oui. Il y a un site qui s'appelle Draw for Change theseries.com et donc là-dessus effectivement il y a il y a les contacts nécessaires D'accord. pour nous retrouver. Très bien. Alors on rappelle donc le 20 mars, à Créteil, au Festival de films de femmes. Je vais mettre, aussi le lien, vers la soirée. Le site internet Draw for Change, donc je vais mettre le lien aussi et puis vous allez pouvoir retrouver dans le descriptif du podcast les, 5 résumés pour l'instant sur les 6 des 5 épisodes qui sont disponibles avec les liens directs pour les visionner en ligne sur la plateforme arte.tv. Un grand, grand merci à Neuflipo donc pour, Clin d'œil, c'est ça? Le nom de votre société de production? Tout à fait, merci à vous de nous donner un petit peu de temps. Ah bah, c'est moi qui vous remercie parce que vraiment c'est une tellement belle série et tellement, pertinente par rapport à tout ce qui se passe, aujourd'hui dans le monde et effectivement, comme vous le disiez, pas que dans les pays, qui nous viennent spontanément à l'esprit. Donc tous les liens sont dans le descriptif du podcast. Un grand merci. On croise les doigts pour, voir aussi une suite arriver un jour. Merci à vous. Merci, très bonne continuation. Merci, au revoir. Au revoir. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de me mettre une bonne note sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de me laisser un petit commentaire. Ça, vous pouvez aussi le faire sur Spotify maintenant. Sauce Suite Planète, c'est un site et un podcast indépendant. Merci donc de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode.